Bonjour à tous et bienvenue pour ces résultats du sondage que nous avons organisé avec Mayoek sur vos méchants Disney préférés. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de résultats de sondage. Avant toute chose, nos excuses à moi et à Hugo d'avoir mis autant de temps pour sortir cette vidéo. C'est venu en fait de problèmes d'impératifs de notre part. Il y avait certains impératifs, Hugo, qui l'ont forcé à un peu repousser les résultats qu'il devait me donner. Et au moment où il a pu me donner ces résultats, moi j'avais des impératifs qui m'empêchaient de pouvoir les traiter tout de suite. Donc voilà pourquoi ça ne sort qu'aujourd'hui. Mes excuses à nouveau. Je rappelle que c'est une liste des films qui sont dans les studios, soit Disney Animation Studios, soit Disney Toon, soit Pixar, et qui s'arrêtent à la sortie de Cars 3. Donc ce qui est sorti après, c'est-à-dire dans Coco, il y a un méchant, dans Coco, on ne le compte pas, parce que voilà, c'est sorti après Cars 3. Voilà. Hein. Et on compte pas le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout comme on n'a pas compté d'autres personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack dans la liste avant, parce que ce n'est pas un film qu'on a compté dans la liste de nos personnages. Donc, si on prend ça en compte, il ne manque que, entre guillemets, deux personnages dans notre liste. Le premier, c'est les Carnator, comme ils le disent dans le film dans Dinosaure. Je reconnais que j'aurais pu compter ça comme méchant, c'est vrai. J'y ai pas pensé sur le coup, mais ça aurait été intéressant de faire ça. Et le deuxième, et là je regrette vraiment, c'est Marina Del Rey. Ouais, ça c'est une méchante, hein, qui est pas inintéressante sur le principe. Il y a pas mal de choses à redire et je comprendrais très bien que si on l'avait compté, elle aurait pas été très très bien placée. Mais je regrette un peu de pas l'avoir comptée parce que voilà, elle sait se démarquer un petit peu cette méchante là. Hein, contrairement à la méchante du film précédent. Donc ouais, maintenant que c'est dit ça, avant de passer à la liste, j'aimerais faire une petite observation. Et c'est un peu ce que je craignais. C'est comme les dernières fois. J'ai le sentiment que il faut vraiment éviter à l'avenir, en tout cas après avoir fini les listes de personnages, de faire des listes trop longues. Parce que j'ai le sentiment que une grande partie d'entre vous peut pas aller trop loin et s'arrête au bout d'un moment. Et ça a été le cas ici. Ou alors vous êtes vraiment des fanats de l'ère Disney Animation Studios avant les années 2000. À ce moment-là peut-être, mais je crois pas. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une grande partie des gens qui se sont juste arrêtés à le dernier film en 2D. Le dernier film animé en 2D sorti, ou peut-être, je sais pas, jusqu'à Réponse, hein, si on a essayé de tabler un tout petit peu plus loin et qui sont pas allés plus loin que ça et qui n'ont pas noté, classé d'autres personnages parce que cette liste était trop longue. Parce que voilà, il y a que quasiment tous les personnages de 1937 à 2000 sont dans les 50 premiers. Hein. Pas presque tous, ils sont tous dans les 50 premiers. Il y en a beaucoup qui sont bien placés alors qu'ils ne le méritent pas. Il y a pas mal de méchants de films Disney plus récents ou de films Pixar qui sont assez mal classés en comparaison aux méchants originels. Hein, tous les méchants originaux, hein, pas juste une grande partie, tous les méchants originaux, même Edgar est bien placé, c'est vous dire, qui mériterait clairement d'être mieux classé que ça. Ouais, ça me gêne un petit peu parce que voilà, c'est comme dans d'autres circonstances, on sent qu'il y a une grande partie des gens qui prennent juste en compte le studio de base pour ces listes. Et si j'avais su, j'aurais peut-être lancé des listes un peu à part. Sans plus tarder, je vais vous passer à mon top 10. Pour une fois, on a été d'accord sur le numéro 1. Mes 10 méchants préférés sont à la 10e place Shere Khan, à la 9e place Monstro, à la 8e place Isma, à la 7e place Shan Yu, à la 6e place Gaston, à la 5e place Cruella d'Enfer, à la 4e place Jafar, à la 3e place Hades, à la 2e place le juge Claude Frollo. On va commencer tout de suite, on va pas non plus perdre 50 ans. En avant pour la liste, et on commence par les cas un peu logiques, les méchants de Planes et Planes 2 qui sont complètement creux et sans intérêt, suivis par les méchants de Tarzan 2. Je suis content qu'ils soient aussi mal classés ceux-là parce que je les supporte pas. Ils étaient vraiment pas loin de passer dans le top 10 des pires personnages Disney. Hein. Vraiment à ça, hein. Ils doivent être 11e ou 12e, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas loin, quoi. Ensuite, nous avons Dixie Rock, Rocky 2, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, Sarouche. Un bon concept de personnage sur le principe par rapport à sa relation avec Madeleine. Mais quoi, motivation, personnalité complètement ridicule. Donc,
Ensuite, nous avons Courant d'air des 100 Dalmatiens 2. Ouais, pas très intéressant. Après, il y a pire. Je n'aurais pas placé si bas, personnellement, mais il y a pire. Jackson Storm de Cars 3, aucune profondeur. Oui, à pas, les films Cars, c'est vraiment ceux qui sont les moins bien classés la plupart du temps, hein, sans vraiment. Et c'est clairement pas par rapport à leurs méchants que je vais les défendre, hein. Les méchants des films Cars sont nazes. Tous plus nazes les uns que les autres. C'est dingue que Chick X soit le mieux classé. D'ailleurs, oui, on m'en parlait rapidement, quoi. Il y a Max Railroad, Cars 2, là, qui est un peu plus loin, et Chick X qui est encore un peu plus loin. Ce sont des méchants qui n'ont aucune profondeur. Chick X a un début d'intérêt par rapport au fait que c'est ce qu'aurait pu être Flash McQueen, mais en dehors de ça, les autres n'ont aucun intérêt, ils sont quasiment pas développés ou quoi que ce soit. Et même Chick X, quoi, je veux dire, je vais clairement pas défendre les méchants, hein. Ils sont pas affreux, enfin, en tout cas, ils sont pas affligeants, ils sont juste basiques et sans intérêt. Ensuite, nous avons le caïd de la Belle et Clochard. Ouais, pas grandement marqué. Celui-là, Maestro Forte, j'ai toujours pas vu. Abysmal, ouais. J'ai pas à le défendre, ce méchant-là, c'est le plus gros problème du film, hein. Ça, c'est clair et net. Leroy, ouais, c'est juste c'est ce qu'on appelle un jumeau maléfique de Stitch. C'est jamais quelque chose de très. C'est jamais quelque chose de très créatif, ça. Tiens, on crée un jumeau maléfique. Voilà, donc je comprends qu'il soit pas super bien placé. Nous avons ensuite donc le ptérodactyle, coup de tonnerre. C'est pas que le personnage est mauvais en soi, c'est juste que je trouve qu'il s'incorporait très mal à l'histoire. C'est pour ça que je l'aime très peu. Mais dans une autre histoire, je pense qu'il aurait pu être acceptable comme méchant. Ensuite, nous avons Johnny de Monster Academy. C'est un personnage fonction, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il n'est pas très intéressant en soi, mais il y a pas mal de méchants personnages fonction là-dedans, faut dire ce qui est, hein. Et c'est normal que cela soit pas super bien classé, c'est évident. Ensuite, nous avons donc Hamster Phil, le méchant des deux téléfilms Stitch, qui est plutôt rigolo dans son genre. Les blagues sont un petit peu faciles autour de lui, mais il passe plutôt bien. Ensuite, nous avons Charles Muntz de là-haut. Là, je suis un peu surpris. Ok, c'est pas pour. Je vais le défendre un tout petit peu, c'est dingue. Je trouve quand même qu'il y a des méchants qui sont mieux classés que ça, qui sont moins réussis que Charles Muntz. Le problème avec Charles Muntz, c'est surtout par rapport à ce qu'il représente. Si ça avait été un, un braconnier de passage, si j'ose dire, quelqu'un qui n'avait pas de lien avec Carl, j'aurais dit ok, méchant acceptable sur le principe, qui est assez flippant si on compte pas le coup débile des chiens qui parlent, mais voilà, je trouve que c'est un gros gâchis ce personnage parce qu'on exploite très peu le lien très fort qu'il y a par rapport à l'histoire de Karl autour de lui. C'est ça qui est vraiment dommage. Je n'aurais pas placé aussi bas, hein, sincèrement. Puis nous avons Salouk de Aladdin 3, moi ça allait. Pas un méchant extraordinaire, mais il arrivait à être assez brut, assez sanguinaire sur le principe pour qu'il marche correctement. Moi, j'aurais pas placé aussi bas à nouveau. Ensuite, nous avons Morgana de la petite sirène 2, un gros gâchis de personnage. Ça. Je veux dire, le concept de base, le fait d'être constamment comparé à sa sœur, ça aurait pu être une base d'histoire tellement forte. Pas forcément en partant sur le côté personnage méchant qui se rattrape, on n'était pas obligé de faire ça, mais c'est tellement fait pour la blague, on prend tellement pas ça au sérieux et en fin de compte, tout ce qu'elle fait c'est être une Ursula bis. C'est... Ensuite nous avons les personnages du Roi Lion 2 que je n'ai toujours pas vu donc... Tordu de rebelle, on essaye de lui donner un passé un peu tragique, ça me passe par-dessus la tête. Après, il a une présence, c'est un ours vraiment imposant, donc il a une certaine présence dans le danger qu'il représente. Après, par rapport à son histoire, etc., ça m'a vraiment pas marqué particulièrement. Ensuite, nous avons le gros vendeur de Toy Story 2, sur lequel on fait des blagues parce qu'il est gros. Ça, c'est le truc qui m'a... S'il y a bien un truc qui fait que j'ai moins aimé Toy Story 2, c'est le côté un peu facile, la façon dont on se moquait du personnage qui m'a un peu gêné. Ouais, j'ai un peu de peine pour lui à la fin, mais en dehors de ça, il est pas très...
n'est pas très intéressant. C'est plus, il sert plus d'excuse pour faire avancer l'histoire que de vrais méchants antagonistes qui vaut un tout petit peu le coup d'œil en soi. Ensuite, le duc de Wesselton, Henry Watermoose de Monstres et compagnie. Là, je suis un peu déçu. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ses motivations, c'est-à-dire que il a cette vision un peu droite, carrée, de voir comment les choses doivent s'arranger. Il est prêt à prendre des mesures drastiques pour ça. Et ses motivations sont assez complexes sur le principe, même s'il s'y prend mal. Et ça en fait un antagoniste assez intéressant. Je l'ai mieux placé que ça, hein, personnellement. Ensuite, nous avons Axiom, c'est pas son nom. On m'a dit que c'était pas son nom dans Wall-E, l'intelligence artificielle. La sous-HAL 9000 de Wall-E, je sais pas, elle passe par rapport à son rôle. C'est-à-dire qu'elle représente quelque chose d'intéressant par rapport à la morale de la seconde moitié du film. C'est intéressant, mais en termes de méchante, voilà, elle est là histoire de poser une menace. C'est pas une grosse pique contre le film quand je dis ça, c'est juste qu'il y a certains personnages qui sont là plus en termes de fonction qu'en termes de personnalité développée. Et c'est le cas pour Axiom, elle a rien de grandement développé en termes d'histoire ou de personnalité. Elle est là pour servir de fonction, quoi. Elle a une fonction précise et c'est son rôle, c'est tout. Donc voilà, elle passe bien à ce niveau-là, mais elle a rien de transcendant. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres personnages de méchants dans cette liste. Les aliens dans Chicken Little, ils sont amusants. Alors, ils sont très cons, hein, faut dire ce qui est sur certains points, hein, j'en ai déjà parlé dans ma critique, mais ils sont assez amusants, j'aime bien leur design. Je vais placer un petit peu plus haut que ça. Foxy, Chicken Little, stéréotype de gros bras. Voilà, il y a un côté très stéréotypé, un peu facile dans ce film que je peux difficilement pardonner, difficilement défendre, et Foxy en fait partie. La façon dont elle termine aussi, on l'a pas rendue suffisamment méchante pour qu'elle mérite de terminer comme ça en plus. Je sais que je me suis plaint du côté mesquin du film, mais là, elle n'était pas assez mesquine, surtout par rapport au fait que tous les autres se comportaient de façon aussi mesquine qu'elle, donc pour mériter ça, ensuite nous avons Lawrence, qui est mieux placé que beaucoup d'autres personnages qui mériteraient d'être mieux placés que ça déjà. Ouais, il y avait une base intéressante, mais une fois que c'est devenu un gros méchant qui suit bêtement le méchant principal, il perd totalement d'intérêt. C'est-à-dire qu'il est là, il sert de but. Il a quoi, deux trois répliques histoire de dire qu'il a mal vécu le fait d'être traité comme une merde par le prince Navin, mais en dehors de ça, rien de sensationnel. Ça fait partie de ces personnages au concept qui pourraient être intéressants, mais qui sont pas très bien exécutés sur le principe. Skinner de Ratatouille, ouais, ça allait aussi. C'est pas un grand personnage non plus, mais ça allait, ça passe tout à fait bien. La petite paranoïa qui s'instaure par rapport à la présence de Rémi est assez drôle, et ses motivations sont simples, mais collent bien à l'univers assez simple que dépeint le film. Donc pour moi, il était plutôt pas mal sur le principe. Pas un grand méchant, mais il mériterait d'être un peu mieux classé que ça. Ensuite, nous avons Kron de Dinosaure, je lui ai déjà parlé. Il y avait vraiment une base intéressante, mais à nouveau un gâchis. Hein. Je vais parler de ça. Papy Pépite, quelqu'un qui n'a pas beaucoup bénéficié de la traduction française. J'aime bien les motivations du personnage une fois que sa révélation est faite. Voilà, oui, je vous préviens, c'est un petit peu tard, mais oui, il y aura du spoiler, hein, ça c'est un peu évident, c'est un petit peu évident. Donc, ouais, c'est intéressant par rapport à ça, mais en dehors de cette partie-là, Papy Pépite n'est pas très intéressant. Je veux dire, il passe de façon tout à fait correcte avant ou après, mais il n'a aucun grand moment très fort, si ce n'est le moment de sa révélation et de ses motivations. Donc, ouais, je vais le placer dans ces eaux-là. Ensuite, nous avons Rico de la ferme sur Rebelle. J'aime bien le message qu'on va faire passer autour de lui. Il dégage une certaine classe quand même, une classe un petit peu cartoonesque. À nouveau, c'est un peu l'ambiance sur laquelle parle le film. Et moi, j'aime bien sur le principe. C'est pas non plus transcendant. Et il y avait moyen de faire mieux que ça, mais il passe tout à fait correctement. Les frères Stabbington, à nouveau, c'est plus des méchants fonctions qui servent à faire passer l'histoire, à faire progresser le scénario comme l'histoire le veut. Après, ils ont
une certaine dynamique de duo, étant donné que c'est son frère jumeau qui passe tout à fait correctement, les deux grosses brutes du coin, ils sont tout à fait corrects dans leur fonction. Puis nous avons Bruton de Dinosaure, alors... Et juste après Mirage, c'est pas mal de parler de deux personnages en même temps parce qu'ils ont un peu les mêmes problèmes. Alors Bruton, c'est quelqu'un qui suit les ordres du méchant au début, mais se rend compte des ordres de sa voix. Et il meurt juste après, donc il n'y a pas vraiment le temps de montrer son passage du côté du bien. Et Mirage, c'est un peu pareil. Mirage, c'est quelqu'un qui bosse pour le méchant et qui se rend compte de qu'elle suit la mauvaise voie suite à une certaine expérience. Et une fois qu'elle devient gentille, on la montre rapidement être gentille, puis après on n'en parle plus. Et je suis un peu déçu, maintenant que j'y pense, qu'on n'ait même pas fait mention une seule fois d'elle durant tout le film Les Indestructibles 2. Parce qu'elle est encore vivante à l'heure qu'il est normalement. Hein. Son passage du côté du bien aurait pu être plus exploré, plus intéressant à développer. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pareil pour Bruton. Mirage est quand même mieux réussi sur le principe. Je trouve que c'est bien mieux mis en scène. C'est pour ça que j'aime bien Mirage. J'aime moins Bruton. C'est-à-dire que c'est un personnage... Voilà. Donc ouais, Mirage l'aurait mieux placé quand même. Ensuite, nous avons Sid de Toy Story. C'est le sale gamin qui remplit bien son rôle. Après, je ne classerai jamais ce personnage-là parmi mes méchants préférés. Ensuite, nous avons Touriste. Bienvenue chez le Robinson. J'adore son style. Son histoire, ses motivations sont assez... un peu glauques sur le principe, surtout quand elle y arrive. À la fin. Après, il y a le gros problème de la logique temporelle qui me pose problème et la façon dont elle finit, bien entendu, qui me... C'est pour ça que je ne l'ai pas super bien placé, mais j'aime beaucoup... et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup le style qu'elle a, Doris. Nous avons le Borgne et ensuite un bon méchant, vraiment, un bon méchant bien fait qui représente très bien le message que veut faire passer le film, c'est-à-dire que les tyrans s'en sortent parce qu'ils font peur à ceux qui ont le pouvoir de les détrôner, il en est conscient. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est le personnage. Ce n'est pas un abruti qui fait le méchant en contrôlant les fourmis juste pour faire le méchant. Il y a une vraie recherche de pouvoir et de contrôler ce pouvoir chez lui qui est très intéressante. Je l'ai mieux placé que ça, il mérite mieux que ça. Mais à nouveau, hein, c'est un personnage, c'est un méchant des films Pixar, il peut pas aller très très loin. Hein, nous avons ensuite Zira du Roi Lion 2, toujours pas vu. Tamatoa de Vaiana, c'est un méchant d'apparition qui joue très bien son rôle du moment. Voilà, il est très marquant sur son moment d'apparition. Après voilà, c'est juste une apparition, donc je comprends qu'il soit pas super bien placé. L'homme au chapeau melon, c'est un peu comme Bruton et Mirage, c'est-à-dire que c'est intéressant ce qu'il a amené à être méchant, même si on joue un peu sur son côté un peu stupide, même pas un peu, il est très stupide pour faire rire et ça passe correctement. Un côté un peu tragique dans sa vie qui est assez sympathique à regarder, qui est assez prenant à regarder. Et le moment où il finit par se rendre compte de ses erreurs, ben, tout est viré, il n'y a plus rien. Voilà, donc le moment où il finit par se rendre compte de ses erreurs, de repartir vers le côté du bien, eh ben, on va pas plus loin que ça. C'est le genre de choses qui méritent vraiment d'être développées pour moi, pour rendre un personnage intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont devenus gentils, montrer faire quelque chose pour ça. Et quand ça va trop vite, ben c'est un peu décevant. Quand on fait rien du tout pour l'homme au chapeau melon, c'est encore pire. Ensuite, nous avons donc TK de Vaiana. Une entité sans personnalité, sans quoi que ce soit. Elle est imposante. Mais en dehors de ça, je suis sûr que beaucoup de gens verront un message plus profond que ça dans ce personnage, mais moi, je vois rien de plus, personnellement. Hein, même par rapport à sa grande révélation à la fin, comme quoi, en fin de compte, c'est la gentille déesse, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous verrez ça dans ma très prochaine vidéo. Mais, ouais, c'est juste le gros méchant qui tire de la lave et c'est cool. Mais en dehors de ça... Ensuite, nous avons Bellwether de Zootopie. À nouveau, ce personnage, un gâchis. Un gâchis parce qu'on aurait pu faire quelque chose de bien mieux que ça. Une fois qu'on a dévoilé que c'est elle, c'est le cas pour énormément de méchants. Hein. C'est de méchants surprises, comme on en fait depuis quelques temps. C'est-à-dire, oh, maintenant qu'on sait que c'est le méchant depuis tout ce temps, elle va juste se comporter en sale méchante, malgré le fait qu'elle puisse avoir des motivations, malgré le fait qu'elle puisse avoir une personnalité un peu plus développée. On va juste la montrer, faire des mines renfrognées. Ah, ils m'ont fait du mal, je leur en veux, je vais leur faire payer.
Voilà, c'est à peu près ça. Hein. C'est le cas pour beaucoup de personnages. Hein, pas exactement dans dans ce même état d'esprit-là, mais c'est le même niveau, quoi, hein, comme on le verra dans pas longtemps. Ensuite, nous avons Yokai, les nouveaux héros basiques. C'est un méchant type basique qui n'a rien d'extraordinaire, que ce soit dans son principe et dans son développement. Il est fait correctement, mais ouais, non, c'est pas un méchant ultra mémorable pour moi. Léon de Monstres et compagnie, et il est pas mal dans sa rivalité avec nos héros. Après, c'est pas non plus celui qui me marque le plus, je vous cache pas. C'est plutôt par ses pouvoirs qu'il est un peu marquant. Par rapport à ses motivations, ben, c'est la cupidité basique. Et ça va, hein, il le fait bien passer, mais c'est pas non plus un des méchants qui m'a le plus marqué. Ensuite, nous avons Alameda Slim. Il est marrant, mais c'est pas non plus un grand méchant. Alors, je comprends aisément cette place. Hein, j'en ai déjà parlé à quelques reprises. Lotso de Toy Story 3. Alors, juste un truc par rapport à Lotso, parce que... Étant donné qu'on aime maintenant pointer à quel point Disney aime faire des méchants surprises, on n'arrête pas de le pointer dans cette catégorie-là. Alors que pour moi, c'est de la connerie. Oui, alors peut-être, si vous comptez ça, un méchant surprise qui apparaît au petit tiers du film. Genre, il y a un petit suspense. Ce type a l'air d'être gentil. 10-15 minutes plus tard, on voit qu'en fait, il est méchant. Ouah, méchant surprise, c'est dingue. Je veux dire, je vous raconte tout de suite que Lotso est méchant, ça ne gâchera absolument en rien votre découverte du film. Rien du tout. D'ailleurs, dès le début, on peut se douter qu'il y a un truc pas net avec cette garderie, sinon ça irait pas plus loin que ça. Enfin bon, c'est pas un méchant surprise, Lotso, faut arrêter, quoi, c'est de la connerie. C'est un méchant qui est méchant pendant une très grande majorité du film et pendant la quasi-totalité du temps où il apparaît, donc c'est pas un méchant surprise, et dans le genre, il est très bien fichu. Pour moi, c'est le deuxième meilleur méchant Pixar. Parce qu'il fait très bien ressentir la peine, la frustration d'être abandonné de façon beaucoup plus efficace que l'a fait Papy Pépite. Déjà, il a un nom beaucoup moins ridicule, mais il le fait passer de façon beaucoup plus efficace et on se centre un peu là-dessus. Renaud de Bambi mérite clairement pas d'être au-dessus de beaucoup de personnages que j'ai déjà cités, mais bon, étant donné que c'était un des tout premiers de la liste, évidemment, il a dû apparaître plus souvent. Je sais pas, pour moi, c'est la seule explication. Mais vous n'allez pas me dire que c'est sa courte apparition d'une minute 30 dans le premier film et son rôle de petit Kate débile dans le second film qui vous a fait dire ah ouais, ce personnage est génial. Non. Donc ensuite Hans de la Reine des Neiges qui n'est même pas dans le top 50. Alors je trouve ça un peu dur pour le personnage, mais ouais, je comprends le problème. Je comprends le problème. Je trouve vraiment que c'est un personnage qui aurait pu être mieux géré, vraiment. Mais pour ce qui est montré, j'ai bien apprécié quand même. Hein. Je sais que je me plains, j'arrête pas je me suis plaint à plusieurs reprises sur Hans, mais il passe correctement une grande partie du temps. Quand il est méchant et qu'il fait des actes un peu débiles, du genre je me comporte en méchant de James Bond et que je la laisse là en disant c'est bon, elle a dit oui, on s'est marié, je les ai pas vérifié, oui, c'est un problème, hein, je vais pas dire le contraire, c'est un gros problème. Mais en dehors de ça, il passe bien. Il aurait pu être mieux géré, c'est clair, mais il passe bien. Ensuite, nous avons Percival McLeish de Bernard et Bianca 2. Je vois rien d'extraordinaire dans ce personnage. Il y a beaucoup de gens qui viendront dire ah, c'est un méchant sous-estimé, que Bernard et Bianca 2 est un film sous-estimé. Mais je sais pas, je me suis vu le film il y a 3-4 ans, revu, parce que je l'ai vu 2 fois quand même, et je vois rien de particulier. Il a un faciès marquant, mais en dehors de ça, c'est le méchant braconnier, tout ce qui est de plus basique. Sykes d'Oliver et compagnie, même refrain, une espèce de boss mafieux lambda, comme je l'ai dit. Je vois rien de particulier, tant soit peu marquant, tant soit peu prenant dans son personnage, il mériterait clairement pas d'être aussi bien classé. Scrooge de la planète au trésor, là je suis un peu déçu qu'il soit à peine numéro 49, mais au moins il est dans le top 50. J'adore ce personnage. Il a déjà un design assez prenant, il a un côté cruel bien marqué dans ses interactions, et
Et ouais, quoi, il dégage une certaine classe. Après, je l'aurais pas tout à fait mis dans le top 20 parce que voilà, c'est plus un méchant secondaire dans l'absolu et donc il a moins d'importance que d'autres. Mais je trouve qu'il est bien réussi dans le principe. Gantou, ah, j'aime beaucoup Gantou. Surtout par rapport à son évolution, je trouve que c'est dommage, ça aurait pu être mieux géré dans la série. Ça, c'est le gros souci que j'ai. Mais globalement, j'aime bien Gantou. Je l'aurais mis un peu plus haut. Monsieur Snoops de Bernard et Bianca, pige pas. Putain, voilà, c'est le genre de truc qui me fait dire waouh, vous mettez ce type devant tous ces gens que j'ai cités juste avant, alors qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de présence que Monsieur Snoops. Punaise, quoi, j'arrive pas à croire qu'il soit dans la moitié du haut, ce gars-là. C'est incroyable. Voilà, c'est parce que les gens ont surtout voté pour les premiers de la liste. Et après, ils en ont eu marre et ils se sont dit c'est bon, on va pas aller plus loin. Puis nous avons les titans de Hercule. Alors, très cool dans leur design, de leur pouvoir, fin ridicule. On insiste un peu trop peu sur eux. Mais bon, le combat contre le titan cyclope, ça allait, c'était sympa. Ouais, je l'aurais pas placé aussi haut que ça, hein. Ensuite, nous avons Amos Led de Roxy Rookie. Ouais, ça fait un moment que je ne suis pas vu, hein, mais il m'a pas grandement marqué celui-là. C'est la façon dont son comportement influence ses chiens de chasse qui va faire quelque chose, mais globalement il n'est pas sensationnel, je trouve. Amos Sled. Il passe, mais il n'est pas sensationnel. Ensuite, nous avons le commandant Rourke. C'est un méchant que j'aime bien, hein, sur le principe. Je redis, pour moi c'est un sous-Clayton, mais étant donné que j'aime beaucoup Clayton, ça passe bien. Voilà. Ensuite, nous avons Flotsam et Jetsam. J'ai oublié de les compter comme sidekick, c'est pour ça que je les ai mis là. Je suis étonné qu'ils soient si bien placés. À nouveau, c'est parce que vous avez voté pour les premiers seulement. Et voilà, ils ont leur rôle. Le moment où ils discutent avec Ariel pour la convaincre de rejoindre Ursula est plutôt fun. Je le reconnais, mais en dehors de ça, je ne vois rien de sensationnel dans ces personnages. Je ne voudrais pas être aussi bien placés. Ensuite, nous avons Siam de la Belle et le Clochard. C'est une excuse forcée pour faire en sorte que Lady se retrouve dehors. C'est tout. Et ils servent qu'à ça, quoi. Ils sont là que pendant 2 minutes ou 3, et après on n'en a rien à foutre de ces deux chats. Ils sont mieux placés qu'énormément d'autres personnages. Là non plus, je peux pas, hein. Ensuite, nous avons Sabor de Tarzan. Alors, j'aime beaucoup cette méchante léopard pour le peu qu'on la voit. Elle a une vraie importance dans le premier tiers de l'histoire, le tiers introductif, et je trouve que comme menace de la jungle, elle fait bien son taf. Après, ouais, c'est un méchant secondaire, un méchant amuse-bouche, donc je comprends très bien qu'elle soit pas hautement classée. Le Seigneur des Ténèbres, j'en ai déjà parlé, une grande présence, pas grand-chose d'autre à côté. Denaï, à nouveau comme personnage antagoniste d'infortune, dira-t-on, je trouve qu'il fait très très bien son job. J'aime beaucoup le rôle d'antagoniste de Denaï et comment sa mentalité évolue par rapport à ça. Donc pour moi c'est un très bon antagoniste. C'est vrai, c'est pas réellement un méchant. Je suis complètement d'accord pour ceux qui se sentiraient vraiment outrés par ça, mais c'est un antagoniste bien réussi qui offre du poids durant tout le milieu du film, et c'est à peu près la seule chose de vraiment mature qui se ressent durant cette partie-là. Je veux dire, le début et la fin sont super bien faits, mais le milieu, il y a vraiment un gros manque, et les seuls moments où il y a vraiment quelque chose de très bien foutu, c'est lorsque Denaï est à la poursuite de Kinaï. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mieux placé que ça. Ensuite nous avons Sa Sucrerie, aussi quelqu'un qui n'a pas grandement profité de la traduction française. Alors étant donné que je pense que ça doit être un peu avant ce film que les gens se sont dit c'est bon, j'arrête de voter, c'est fini ma liste, je peux comprendre qu'il soit pas si bien placé. Pour moi c'est un excellent méchant. Et ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que si on compare ça à d'autres méchants surprises, c'est un méchant surprise, mais qui est un méchant tout à fait ouvert depuis le début. On voit tout de suite que c'est l'antagoniste, que c'est le type qu'il va falloir affronter. Mais
on ne sait pas exactement ses raisons, on ne sait pas exactement ses motivations. Ou alors, on pense les connaître, mais on les connaît réellement, on sait tout de lui vers la fin. C'est une très bonne révélation surprise en comparaison à d'autres révélations de méchants surprises où les gens se comportent juste comme des mecs, oh, on est gentil, etc. Et enfin, ah non, on est méchant. Là, non, là, ce mec est méchant. Seulement, on ne sait pas exactement qui il est exactement. La révélation surprise sur lui marche très très bien par rapport à ça. Je trouve que c'est un méchant très sous-estimé. Il mériterait d'être mieux placé pour moi. Le cocher de Pinocchio. D'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres personnages de Pinocchio qui apparaissent. Il y a Stromboli plus loin. Il y a Gédéon et Grand Coquin qui apparaissent plus loin aussi. Donc je les compte en même temps, ces trois-là. Ouais, ils sont assez imposants dans leur rôle. Après, c'est plus des rôles du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le cocher. À un autre moment donné, il y a le Stromboli. D'ailleurs, je suis un peu étonné. J'aurais mis le cocher un peu devant Stromboli, personnellement. Parce que il est... Mais je sais pas, peut-être que Stromboli est plus imposant par sa carrure, c'est peut-être pour ça. Et puis après, il y a Gédéon et Grand Coquin qui apparaissent régulièrement, histoire de dire, d'amener les choses. On sent qu'ils n'ont pas beaucoup de scrupules à faire ce qu'ils font, même s'ils ont un peu peur des conséquences, ça ne les dérange pas d'amener des enfants à se faire transformer en âne. Il y a un côté enfoiré mais léger chez Gédéon et Grand Coquin qui passe bien. Après, étant donné que c'est plus des personnages rôles du moment, surtout Stromboli et le cocher, je ne les ai pas placés tout à fait aussi haut. Ensuite, nous avons Syndrome, mon méchant Pixar préféré. J'aime beaucoup ce que signifie son passé avec Monsieur Indescriptible. La façon dont il suit les codes de méchants, de super méchants, tout en les cassant un petit peu sur le principe. Ses motivations sont intéressantes. J'aime beaucoup le personnage, il a un côté un peu... Il alterne bien entre le côté menaçant et le côté un petit peu ridicule. Ce qui le rend souvent drôle, mais souvent vraiment un peu oppressant. Edgar des Aristochats... je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il vous fait pitié comme moi que vous l'avez si bien classé, je sais pas. Ou à nouveau, c'est parce que c'est dans les premiers, je sais pas. Mais je mérite pas d'être devant tous ces personnages, non. Ensuite, Helga de Atlantide, content que vous l'ayez placé aussi haut. J'aime bien sa personnalité, mais il faut dire ce qu'il y a, elle n'est pas non plus super bien gérée au fil de l'histoire. Juste qu'elle dégage quelque chose de très Lara Croftien qui passe super bien chez moi. Nous avons ensuite Lucifer de Cendrillon. C'est méchant chaque cartoon, quoi. Oh. Je dis pas que c'est un mauvais personnage sur le principe, mais il y a quand même plus marquant que ça avant. Ensuite, nous avons Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Ouais, elle a une personnalité plutôt joyeuse, assez prenante. Si on compte pas le fait qu'elle ressent le besoin de se marier toutes les 15 secondes. Mais bon, c'est juste un personnage de passage. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été introduite ou quoi que ce soit, on n'instaure rien sur elle, et tout d'un coup, paf, elle apparaît. Mais il fallait une grande méchante dans l'histoire, on n'y avait pas pensé, à 20 minutes de la fin, vas-y, Madame Mime, ok. Donc, voilà, c'est un problème pour moi, c'est pour ça qu'elle n'est pas si bien placée chez moi. Le shérif de Nottingham, je l'adore, j'en ai déjà parlé. Javotte de Cendrillon, j'aime beaucoup de passages comiques autour d'elle, surtout dans le troisième film, mais il n'y a rien de grandement palpitant, elle mérite pas cette place, personnellement. Nous avons le roi Louis du livre de la jungle. Ouais, méchant de passage, il n'apparaît même pas dans le deuxième film, mérite pas d'être aussi bien placé. Il est fun, pas énormément, mais il est fun. Je ne mérite pas d'être aussi bien placé. Ensuite, nous avons John Silver. Bon, j'adore dans ce rôle d'antagoniste. À nouveau, c'est un méchant qui finit par se repentir, mais c'est quand même le méchant, l'antagoniste principal. C'est pour ça qu'on le compte comme méchant. Même si je sais que beaucoup de gens voudraient plutôt qu'on le considère comme un héros, mais c'est plutôt un méchant quand même. Hein, c'est un peu le problème aussi quand on essaye de faire des listes. Ça devient... On peut prendre ça comme quelque chose de manichéen, il y a les gentils, il y a les méchants, et voilà, des fois c'est un peu plus compliqué les histoires, il n'y a pas juste le gentil d'un côté, et puis le méchant de l'autre, et puis tous les gentils qui le suivent, puis tous les méchants qui suivent l'autre, c'est un peu plus compliqué que ça des fois, et c'est le cas avec La Planète au Trésor, c'est un des nombreux détails qui fait que j'adore ce film, mais dans le genre il est super bien réussi, une super présence, un super design de personnage.
Super personnalité, j'adore ce personnage, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Facilier de la princesse et la grenouille, c'est pas étonnant qu'il soit aussi bien placé. Vous connaissez déjà mon avis là-dessus, je me suis étendu je ne sais combien de fois. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous n'avez qu'à voir mon top retour sur le film. Prince Jean de Robin des Bois, fun. Je l'aurais pas placé aussi haut personnellement, mais il est fun. Son côté prince pourri gâté peut le rendre un chouïa ennuyé par moments, mais la plupart du temps il est très drôle. Il y a même quelques moments qui arrivent à le rendre assez menaçant. On fait un bon contraste par rapport à ça. C'est un méchant très bien pensé, je trouve. Les chasseurs de Bambi, c'est un cas assez particulier de non-entité. C'est pour ça que j'ai un peu hésité à les compter dans cette liste, je vous cache pas. Mais c'est vrai que ça rend assez particulier par rapport aux autres, parce qu'il n'a pas de personnalité prédéfinie, il n'a même pas de corps, on voit jamais ce chasseur-là, c'est juste cette espèce d'entité présente qu'on n'arrive pas une seconde à apercevoir du point de vue de ces animaux, parce que c'est la chose qu'il faut fuir à tout prix. Donc, dans la mise en scène, c'est très fort. Je comprends aisément qu'il y ait des gens qui adorent ce genre de méchants-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Après, tout à fait, personnellement, je ne vous cache pas que je préfère avoir des méchants aux personnalités un peu définies. C'est mon truc, voilà. Mais à nouveau, c'est toujours une question de point de vue personnel. La mère Gothel, j'adore ce personnage, je vous ai déjà dit pourquoi à 2 occasions. Le monstro de Pinocchio. C'est personnel. C'est peut-être même plus en fait par rapport à l'attraction de Disneyland Paris qu'au film. Je vous l'explique, voilà, quand j'étais petit, j'ai fait l'attraction de Pinocchio à Disneyland Paris et j'ai été traumatisé par la marionnette de Monstro. Et donc voilà, sinon dans le film, bah, très très courte séquence, mais séquence forte d'action. Donc 9ème place, c'est logique. Moi, personnellement, je n'ai pas un grand souvenir de cette attraction, et je trouve que pour son apparition, à nouveau, c'est comme les autres méchants de Pinocchio. Elle joue très bien son rôle, la baleine monstro. Mais je pense pas que ça mérite d'être aussi bien classé tout à fait personnellement. Voilà, tout à fait personnellement, hein, je dis ça comme ça. Je n'aurais pas passé aussi haut, mais bon, elle est imposante, hein, j'ai pas le nier. La reine de cœur dans Alice, c'est le cas de méchante, très imbue d'elle-même, très gamine, qui a tous ses pouvoirs, donc il y a quelque chose d'assez fun là-dedans. Je ne l'ai pas aussi bien placée personnellement, parce que c'est comme d'autres cas, c'est une méchante qui apparaît à la fin. Et elle est un peu instaurée, contrairement à Madame Mime, c'est pour ça qu'elle mérite d'être mieux placée que Madame Mime. Mais voilà, elle prend toute son importance seulement à la fin, et avant, on n'a un peu rien à foutre d'elle, quoi. C'est un peu le souci. Néanmoins, oui, elle est fun, elle est vraiment très fun dans le moment où elle apparaît. Puis nous avons Ratigan de Basile Détective Privé. Déjà parlé de ce personnage, j'aime beaucoup sa personnalité, ce qu'il veut cacher. Si ses motivations avaient été un petit peu mieux réfléchies, je pense que j'aurais davantage adoré ce personnage, mais je l'aime déjà beaucoup tel qu'il est. Radcliffe de Pocahontas, j'aime bien. Il joue bien son rôle de sale enfoiré. C'est juste que par rapport à la situation, je trouve ça un peu gros quand même. Hein. Je trouve ça un peu gros. Ah, les autres personnages sont plutôt gentils en fait. Sont un peu un peu des brutes, mais c'est pas des mauvais bougres. Par contre, il y a ce connard cupide qui est là pour les diriger, qui est là pour les influencer. C'est lui, le grand méchant, tout ça, tout ça. Voilà. Quand on essaye de relier ça en plus à la véracité historique, ça pose un petit problème. C'est pour ça que je trouve que son rôle est forcé. Il est un peu forcé dans l'histoire. Pourquoi les soldats se comportent en satronique? C'est parce qu'ils sont appâtés par l'or en suivant les paroles de ce type, de ce méchant type particulier. Et après coup, ils deviennent gentils dès lors qu'on leur montre la voie du pacifisme, tout ça. C'est facile, quoi, de tout mettre sur le dos d'un seul personnage. Ensuite, nous avons K du livre de la jungle.
très marquant sur le principe, il a pas mal de moments inoubliables, je ne vais pas dire le contraire. Seulement quelques instants, étant donné qu'il apparaît pas super souvent au fil du film, je trouve qu'il n'est pas si génial que ça. Mais oui, il est quand même très bien fichu et j'aime beaucoup ses apparitions. Hein. Les tomes de Tarzan, je suis content que ce soit si bien classé. Je pense que c'est moi qui vous ai influencé là, hein, mais j'ai déjà tout dit. Ce que je pensais sur ce personnage. Shere Khan du livre de la jungle. Je l'apprécie pour ce côté raffiné. Vous allez voir que c'est le type de méchant que je préfère, c'est le type de méchant que Disney a le plus souvent réédité. Sont ces méchants qui ne sont pas des brutes sanguinaires, mais des personnes à la personnalité raffinée. C'est le cas de Shere Khan. Voilà, il y a le contraste justement entre le fait qu'il soit un vil tueur et le fait qu'il ait une personnalité assez distinguée. Voilà, il s'exprime avec une voix grave et suave qui inspire la terreur. Ce qui renforce un peu la peur de ce personnage, c'est on en entend parler pendant tout le film et on le voit débarquer à la fin. On a le temps de laisser mariner notre peur jusqu'au bout. J'aime pas la façon dont il termine dans le premier film et la façon dont il est traité dans le deuxième, mais je reconnais qu'il a énormément de classe et qu'il est très bien instauré. Isma de Cusco. Isma, la méchante la plus drôle de l'histoire de Disney, peut-être même de l'histoire du cinéma d'animation. Très très drôle, voilà. Bon, après, on va pas dire que ça soit une méchante très très sérieuse aussi. C'est un peu le contre-coup. Mais voilà, c'est vraiment un personnage très comique que je trouve très très intéressant dans ce film. Là aussi, j'ai déjà plus ou moins tout dit sur elle. Faut dire ce qui est. La plupart des méchants que vous allez voir, j'en ai déjà parlé maintenant dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney. Donc, je vais surtout vous ramener à mon top 100 des meilleurs personnages Disney à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, nous avons Shen Yu. Pas mon personnage préféré de Mulan, mais il passe tout à fait bien. Il inspirait lui aussi la terreur. Seulement, la différence de Shere Khan, on le voit pendant tout le film. On en parle et on le voit. Et voilà, tous ces meurtres sont suggérés, on ne les voit pas en réalité. Et je trouve que ça donne un sacré bel effet. Bon, le seul truc qui me fait un peu baisser mon jugement, c'est sa mort que je trouve stupide. Dommage. Pareil, déjà tout dit sur le personnage. Madame de Tremen, déjà tout dit sur ce personnage. Très bien foutu dans son besoin de contrôler la vie de Cendrillon parce qu'elle la considère comme inférieure à elle et à ses filles. Donc c'est assez fort là-dessus. C'est là qu'on entame le top 10 avec pour commencer la méchante reine de Blanche-Neige. J'aime beaucoup le début, hein, la grande majorité de départ du film, où c'est vraiment cette femme très fixée sur sa beauté, qui fait vraiment une fixette sur sa beauté, et qui est vengeresse. Elle a de ses expressions à vous faire froid dans le dos, vraiment. Elle a une prestance énorme. Et une fois qu'elle devient la vieille peau, je suis désolé, pour moi c'est ridicule. Alors je suis sûr que quand on est enfant ça vous fait peur. Quand on est adulte, pour moi c'est ridicule. C'est ridicule à quel point c'est forcé. Et je sais pas, je sais que c'est le premier film Disney, mais c'est pas parce que c'est le premier film Disney qu'on peut pas se rendre compte que certaines choses ont mal vieilli. Et pour moi, c'est un peu mal vieilli, cette façon de dépeindre les grands méchants qui ricanent comme ça, qui parlent tout seuls, qui marchent de façon tellement pas subtile. Il manquerait plus que des éclairs derrière pour faire je suis méchant. Je sais pas. Alors, c'est marrant dans un sens, je vais pas le nier, hein. Je passe du bon temps en voyant cette vieille peau, mais est-ce que ça en fait une bonne interprétation de personnage? Je sais pas. J'en sais rien. Donc, je l'ai pas passé aussi haut, personnellement. Ensuite, nous avons Gaston de La Belle et la Bête. Je suis pas un grand fan de ce film, contrairement à beaucoup beaucoup d'autres, mais je trouve que le méchant est un personnage très réussi. Voilà, ça permet un peu de sortir du carcan du méchant habituel. Là, on a quelqu'un qui est pas forcément méchant à la base, mais qui est tellement narcissique qu'il veut arriver à ses fins. J'adore ce type, on a fait tout un laïus là-dessus dans mon top 100, je vais pas aller plus loin par rapport à ça. Ensuite, Cruella d'Enfer. Personnage emblématique hein, avec une chanson qui la met en valeur, hein, le Cruel au Diables. Alors, il y a une personnalité forte et il y a surtout un design impressionnant, toute maigre, quasi squelettique avec un grand manteau. Ça fait peur. Et moi, je trouve ça très très bien réussi. J'aime
beaucoup ce qu'elle représente, déjà physiquement, la façon dont elle est représentée et son obsession de la mode. J'en ai déjà parlé en détail, ça aussi. Ensuite, nous avons le Capitaine Crochet. Là aussi, j'en ai parlé en détail. Qu'est-ce que vous dites? Vos méchants préférés font partie de mes méchants préférés, il faut dire ce qui est. Il y a pas mal de personnages du top 10-15 qui sont évidents, qui sont vraiment évidents donc. C'est pas surprenant qu'on ait ces personnages-là, et comme c'est pas surprenant du tout qu'on ait Maléfique juste après, un personnage qui dégage une classe indiscutable, et j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, je me suis déjà étendu pas mal de fois sur elle. Ensuite, Ursula de la petite sirène, j'en ai déjà parlé, ça aussi. Ursula est très intéressante dans sa façon de montrer son vice en fait. Elle a un vice très... mais bien géré, il est très bien géré qui appuie très bien la mentalité du personnage et ce qui fait qu'elle marche très bien. Je sais pas, c'est pas forcément mon genre de méchant que j'apprécie le plus, mais j'aime beaucoup Ursula par rapport à la façon dont elle est dépeinte, que ce soit physiquement, dans sa façon de réagir et sa voix très bien choisie, que ce soit en VO comme en VF. Ensuite, nous avons Jafar de Aladdin, évidemment. Lui aussi, un peu comme Shere Khan, c'est un personnage qui est très distingué, très raffiné. Certains ont même vu une caricature homosexuelle en lui, je n'irai pas jusque-là. Mais je trouve que c'est un très bon personnage. Voilà, il fait bien. Pendant tout le film, on le voit préparer ses plans. Il a à la fois un côté vraiment diabolique, avec surtout la scène où il commence à se transformer en sorcier, puis après en génie. Donc voilà, scène horrifique. Et de l'autre côté, on le trouve très drôle pendant la majorité du film. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas mort à la fin du premier film. C'est parce qu'il était tellement drôle que les gens allaient s'y attacher. Mon méchant Disney préféré, vous savez déjà pourquoi. Ensuite, nous avons Frollo du Bossu de Notre-Dame. Maillot l'a très bien expliqué dans sa critique du Bossu de Notre-Dame. Ce qui rend Frollo très antipathique, c'est le fait qu'il est persuadé de faire le bien. Voilà, donc ça le rend encore plus détestable, si vous voulez mon avis. Après, bon, je le mets qu'en deuxième position parce que même s'il est au même niveau pour moi que le premier méchant, le seul truc c'est qu'il a l'avantage ou le désavantage d'être issu d'une œuvre préétablie. C'est peut-être la meilleure interprétation du personnage dans toutes les œuvres cinématographiques, à mon sens. Là aussi, je rajoute rien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, tout comme je vais pas rajouter grand chose sur le numéro 2, Hadès. Alors j'avais parlé d'Isma comme méchante la plus drôle. Hadès la suit de très près. Personnage très très marrant, peut-être même un peu trop pour être un méchant. En fait, moi je le trouve parfait. Il a des références comiques énormes. Le seul truc que je lui reproche un peu, c'est à la manière de Chagnou, c'est sa mort, que je trouve pas du tout convaincante. En fait, je ne sais même pas s'il est vraiment mort quand il tombe dans le Styx, vu que c'est censé être un dieu. Donc voilà, est-ce qu'ils se sont laissés l'éventualité d'une suite et que, vu que le film n'a pas énormément marché, il n'y a pas eu de suite. Juste super fun. Quoi qu'il en soit, avant de commencer par notre numéro 1, que je suis sûr vous ne voyez pas du tout venir, on aimerait préciser quand même que ce top 3 était relativement serré, surtout si on compare par rapport aux différences de points entre les concurrents précédents. Donc ouais, ça s'est pas joué à grand chose pour déterminer qui serait numéro 1, qui serait numéro 2, qui serait numéro 3. Néanmoins, celui qui l'emporte est... roulement de tambour. Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Problème de lombago. Mon personnage préféré du Roi Lion, Scar. Très 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 bon personnage. Il est lui aussi raffiné. Il a de l'humour, mais c'est pas trop prégnant. Voilà, on le tourne pas en ridicule, je trouve. Après, alors oui, il y a le fait, beaucoup en parlent, que ce personnage perd un peu de sa superbe dans la deuxième partie du film. Je ne trouve pas. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ça le rend entre guillemets humain, si on peut dire ça pour un lion. C'est qu'il voilà, il a accompli son devoir, son dessein. Il se repose sur ses lauriers et c'est tout à fait logique. Pour moi, ça rend le personnage encore plus réaliste. Et voilà, alors il est antipathique à souhait. Il est un peu con quand même de dire à Simba que c'est lui qui avait tué son père. Il l'aurait rien dit.
il s'en serait sorti crème. Mais bon, fallait bien une facilité scénaristique pour la pirouette finale du film. Ouais, ça ne m'étonne pas. Je pensais qu'il y avait une chance pour que Jafar ou Frollo le battent. Je m'attendais vraiment pas à ce que Jafar, bon, soit placé avec autant de voix d'écart par rapport aux trois premiers. Mais ouais, j'espérais qu'il soit battu par quelqu'un d'autre. Après, je reconnais que si ça avait été Jafar, ça aurait été à nouveau Aladdin qui aurait été mis en avant. Faut dire ce qui est, hein, c'est souvent Aladdin et le Roi Lion qui sont mis en avant dans ces listes-là. On sent que c'est les deux Disney qui ont le plus marqué. Hein, c'est évident ça. Oui, j'aurai toute l'occasion d'en parler en détail. Première moitié du film, génialissime, super méchant. Seconde moitié, je dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes idées, mais je trouve que c'est super mal géré. Le côté, par exemple, je me laisse aller parce que j'ai tout maintenant, ok, c'est intéressant, on ne développe pas ça plus. Il y a juste une scène pour développer ça, mais après c'est juste, ah maintenant il faut se battre contre lui pour récupérer le coin. Donc en fait, ça te fait juste passer pour une grosse feignasse qui se repose sur ses lauriers sans qu'on aille plus loin en fait. Et une fois qu'il y a le combat contre Simba, punaise, je pourrais vous faire une liste assez longue de tous les trucs stupides que Scar fait à ce moment-là, parce qu'il en fait des trucs stupides, pas seulement la chose dont a parlé Hugo. Donc oui, c'est pas parce que la première moitié est superbement réussie que je vais complètement occulter la seconde moitié et dire oh c'est pas trop grave s'il y a des choses à redire. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, il y a beaucoup de choses à redire sur pas mal de points dans la seconde moitié du film, et Scar, ça en fait partie pour moi. Et c'est ce qui fait que j'aime bien ce personnage, hein, j'aime beaucoup ce qu'il est dans la première moitié, mais je le placerai clairement pas aussi haut parce que la seconde moitié est loin d'être irréprochable autour de lui. Hein. Ça a été le sondage anniversaire du tout premier qu'on avait organisé au mois d'août. Et ben voilà, la boucle est bouclée, première année. Et en avant pour une deuxième année de sondage, ensemble. Enfin bon, c'est là que se termine notre petite liste. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir voté. Vous avez été 367 à voter, c'est un grand nombre. Je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux à participer. Et je ne sais pas si la prochaine fois vous serez aussi nombreux, mais néanmoins, merci de continuer à suivre ces vidéos après un an à les faire. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui continuent de suivre ça. Et ça me permet de faire des vidéos un peu particulières. Donc je suis bien content que Hugo m'ait proposé de faire ces vidéos-là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose en plus sur ma chaîne grâce à lui. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.